Animateur radio, chroniqueur télé et désormais producteur de ses propres émissions sur Internet. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, on n'est pas dans le studio. Guillaume Pley est une figure médiatique qui monte. Le jeune patron de 38 ans a pris l'habitude de partager son quotidien avec plus de 700 000 fidèles sur les réseaux sociaux. Les gars, je suis dans les toilettes de mes bureaux. Et voilà, tout simplement, sauf que je viens de voir que derrière la porte, qu'est-ce que j'ai? Et ben mon équipe m'a fait ça. Chérie, t'es où? Ce 7 juillet 2021, il se prépare à partir pour le Festival de Cannes. Frérot, je viens d'essayer mon smoking pour Cannes. J'ai un problème, j'ai pas de chaussures en fait. Ça va pas du tout avec, on dirait des chaussures de Jacoué. C'est le Moyen-Âge, c'est les visiteurs quoi. Cette vidéo, anodine, donne une information précieuse à des cambrioleurs qui surveillent l'animateur depuis quelques semaines. La seule chose que j'ai faite qui a prévenu finalement les gars, c'est d'avoir mis une story sur Instagram en mode blague. Et en fait, comme le Festival de Cannes, c'est pas très long, ils se sont dit, OK, il y a un moment donné, il va partir le gars. Donc il faut y aller au moment où il va partir. Et c'était le lendemain. Au moment où l'avion de l'animateur décolle, il reçoit un message de sa femme. Les réacteurs se mettent en marche et je reçois un gling. Et ça me réveille, je regarde WhatsApp et là je vois ma femme qui m'écrit on vient de se faire braquer, au secours. Bloqué dans l'avion, il vit 1h30 d'angoisse sans aucune nouvelle de sa femme, de son fils et de leur nounou. Ce n'est qu'à l'atterrissage qu'il va comprendre ce qu'il vient de se passer à son domicile. Ma nounou arrive comme tous les jours, parce qu'ils attendaient que la nounou arrive pour rentrer dans la maison. Ma femme prend son petit déjeuner, et d'un coup, elle entend clac, elle entend la porte, mais fort. Et elle n'a pas entendu s'ouvrir, elle entend claquer. Et là, elle a à peine le temps de se retourner, qu'il y a 3 mecs cagoulés, gantés, et capuchés en plus par-dessus, donc ils voient rien. Très grand gabarit, très grosse voix. Le gars arrive vers elle, il l'attrape par le bras, il la serre tellement fort le bras qu'elle a un bleu à l'intérieur, à l'extérieur. Donc il l'attrape, il la serre, il lui dit en gros, si tu fais du bruit, tu sais ce qui va se passer. Et là, il pointe son pistolet sur mon fils. Et donc ça, c'est compliqué pour une maman. C'est des moments qu'elle n'oublie pas. La compagne de Guillaume Pley est emmenée par l'un des cambrioleurs pendant que son fils reste sous la menace d'une arme avec la nounou. Un mode opératoire fréquent. Incapable de protéger son enfant, la mère est obligée d'obéir. Pendant ces 11 minutes, un des auteurs tient, donc on joue la nounou, et donc le bébé qui est sur son tapis d'éveil. Les 2 autres fouillent la maison et l'un d'entre eux contraint Agathe, la compagne de Guillaume, à fouiller la chambre, notamment le sous-sol, à la recherche d'un coffre et à la recherche des montres. Elle a cru qu'il allait mourir parce qu'ils sont allés très fort. Comme ils ne trouvaient pas de coffre, ça les a rendus un peu fous, quoi. Et ils ont joué avec le chien du pistolet, en comptant sur la tête de ma femme. Voilà, ce qui n'est pas facile après. Elle se rappelle de ça beaucoup, en boucle, etc. Donc c'est quelque chose dont on ne se remet pas, en fait. Parce que là, tu te dis, OK, dans 3 secondes, je pars, et puis à mon fils, là, qu'est-ce qu'ils vont en faire et tout ça. C'est quand même difficile pour une maman. Les homejackers repartent au bout de 11 minutes de terreur. Ils sont persuadés d'avoir trouvé ce qu'ils étaient venus chercher,
une montre de grande valeur. Guillaume Pley lui culpabilise. S'est-il trop exposé sur les réseaux sociaux? Il s'est fait photographier avec cette montre, une marque de luxe de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Elle a même été repérée par des sites de passionnés d'horlogerie qui ont révélé son prix, attisant la convoitise des cambrioleurs. Ironie du sort ce jour-là, Guillaume Pley portait sa montre à son poignet. Les trois malfrats repartent sans le savoir, avec une copie de quelques centaines d'euros. Aujourd'hui, avec ou sans leur consentement, les célébrités sont surexposées sur les réseaux sociaux. Montres de luxe, maroquinerie, bijoux affichés sur leur compte Instagram, des signes extérieurs de richesse qui en font des cibles toutes désignées. Homejacker les célébrités, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. En 2016, Kim Kardashian quitte Paris précipitamment. Des cambrioleurs ont ligoté la star planétaire et lui ont dérobé 9 millions d'euros. 5 ans plus tard, le couple Tapi affiche des visages tuméfiés après une agression violente dans leur résidence secondaire. J'ai vu au pied du lit un immense homme tout en noir, cagoulé, et il a commencé donc à me donner des gifles, tiré par les cheveux. Il ouvrait tous les tiroirs, tous les placards. Il y avait une haine dans leur façon de parler, de dire, de faire. Ta gueule! C'était pas tes doigts, c'était ta gueule! On sentait que on était quelqu'un à abattre. Mais en 2023, les homejackings de stars ont franchi un cap avec une nouvelle affaire presque chaque mois. La chanteuse Vita, victime d'un homejacking, ça s'est passé hier matin à son domicile en région parisienne. L'artiste et ses proches n'ont pas subi de violence, ils sont choqués. La star aux 3 millions d'albums vendus a été séquestrée avec son mari et ses 3 enfants. Même scénario pour 2 gardiens du PSG, Gianluigi Donnarumma et Alexandre Letellier, ou l'animateur Bruno Guillon. Ils ont tous été braqués à leur domicile. La chanteuse Aya Nakamura était absente, mais son compagnon a été frappé dans leur habitation. D'autres ont été la cible de tentatives d'effraction avortées comme Nikos Aliagas ou la journaliste Anne-Sophie Lapix. De quoi créer une vraie psycho chez les célébrités. J'en ai eu encore hier soir au téléphone tard, suite au braquage de Vita par exemple. Plein de gens qui habitent pas très loin qui commencent à s'inquiéter. Je pense que beaucoup de célébrités se sentent en danger en France aujourd'hui. Et preuve que ces affaires sont prises au sérieux par les autorités, c'est le préfet de police de Paris en personne, Laurent Nunez, qui nous reçoit pour évoquer ce phénomène. Ce sont des gens qui sont ciblés parce qu'ils sont réputés avoir de l'argent, des biens. Il suffit de suivre certains profils Facebook, Instagram. Enfin, on trouve énormément d'informations, à la fois sur les biens en possession des futures victimes, et puis évidemment sur les adresses et sur leur mode de vie. C'est une technique, évidemment, de pouvoir commettre ce homejacking en présence des occupants, permet souvent de leur demander des informations sur l'endroit où se trouvent les biens qui sont recherchés. Car l'auteur de homejacking s'intéresse à une certaine catégorie de biens en particulier, évidemment les biens qui sont les plus chers, qui ont la valeur la plus importante. Le 25 mars 2022, l'influenceuse Coraline Baligan enregistre une vidéo sur son téléphone pour ses 77 000 abonnés. La porte sonne. Un homme se fait passer pour un voisin. Elle ouvre et quelques secondes plus tard, un complice s'introduit dans l'appartement. Des cris abominables et un corps marqué à vif.
Les deux malfaiteurs ont rusé pour pouvoir entrer. Une stratégie de plus en plus fréquente. Cette autre vidéo est glaçante. Après avoir sonné à la porte d'un appartement du 16e arrondissement de la capitale, 3 hommes s'attaquent immédiatement à une femme présente sur les lieux, la nounou d'une petite fille de 8 mois. L'un des braqueurs la plaque au sol, tandis que ses 2 complices partent cambrioler l'appartement. Son calvaire se poursuit. Un autre malfrat revient et la menace avec une arme de poing. Le mode opératoire, c'est de se faire passer pour un faux livreur, hein, qu'il soit de la Poste ou d'Amazon, quelle que soit la plateforme. En tout cas, ils se font passer pour des faux livreurs avec généralement un chasuble et un collier à la main. Et en l'occurrence, sur la vidéo, on a le livreur avec une casquette. Donc, quand vous regardez l'œilleton et que vous voyez le chasuble, s'il avait une capuche et qu'il était camouflé, vous n'ouvrirez pas la porte. Donc, lui avait la casquette et les 2 autres avec une capuche. Jassim Belkourchia est policier dans le 16e arrondissement de Paris. Dans son quartier, lui et ses collègues ont plusieurs fois été appelés pour des homejackings survenus juste en sonnant. En France, près de la moitié de ces intrusions se feraient par l'entrée principale. Il est de plus en plus difficile de pénétrer dans un appartement vide, puisque les systèmes d'alarme se perfectionnent. Et pour pénétrer dans l'appartement en esquivant l'alarme, il n'y a que avec une présence humaine à l'intérieur. Sur ceux qu'on a eu dernièrement sur le 16e arrondissement, il y a toujours eu des guetteurs en bas du bâtiment. Il y a toujours eu une équipe qui intervient à l'intérieur. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils n'hésitent pas une seule seconde à violenter de suite la première personne qui ouvre la porte. Qui sont ces homejackers qui n'hésitent plus à utiliser la violence pour parvenir à leur fin? À menacer avec une arme de poing à la main, à séquestrer femmes, enfants, retraités. Plusieurs interpellations récentes ont montré que les agresseurs sont de plus en plus jeunes et souvent inexpérimentés. Cette nuit, notre collègue Bruno Guillon, animateur sur Fun Radio et RTL, a été séquestré en compagnie de sa femme et de son fils de 14 ans. 4 individus sont entrés par effraction à leur domicile, les ont menacés avec une arme de poing et un marteau, avant de repartir avec des bijoux, des montres et de la maroquinerie. Les braqueurs qui ont séquestré Bruno Guillon et sa famille seraient repartis avec près de 80 000 € de butin. La brigade de répression du banditisme de Versailles identifie rapidement des suspects. Pour ne pas être reconnu sur le terrain, son chef ne nous montrera pas son visage. Quelques heures à peine après les faits, nous avons pu commencer une enquête de flagrance pour des faits de séquestration en bande organisée et d'association de malfaiteurs. Au bout d'une quinzaine de jours, nous avions la certitude sûre des présumés auteurs de cette séquestration et on a décidé de déclencher immédiatement une phase d'interpellation. 5 hommes sont arrêtés. 2 sont mineurs, 2 autres à peine majeurs. Ce qui caractérise le profil de ces jeunes auteurs, c'est qu'ils sont essentiellement tous mineurs. Ils sont parfaitement connus des services de police et de justice pour des faits de violence en réunion, parfois même de violence avec armes, de trafic de stupéfiants. Ils ont déjà été condamnés par les autorités judiciaires. Et aujourd'hui, ces jeunes auteurs se confrontent à un nouveau mode opératoire pour lesquels ils n'ont pas beaucoup d'expérience, mais ils vont compenser ce manque d'expérience par une violence exacerbée à l'encontre des victimes. Maître Benjamin Durand est l'avocat d'un des très jeunes majeurs placés en détention provisoire pour la séquestration de Bruno Guillon. Lui a été interpellé mi-octobre 2023. Il n'a pas été interpellé chez lui, après je ne pourrais pas vous dire où, mais il a été interpellé en région parisienne. Cet avocat parisien est spécialisé dans la défense des cambrioleurs et des homejackers. 2 jeunes délinquants qui auraient un rapport anormal à la violence. Le curseur de la violence, il faut voir où on le place. Exhiber une arme, c'est une forme de violence, directement.
Mais dans l'esprit de ceux qui viennent commettre ces faits-là, pour eux, ce n'est pas violent. Et d'ailleurs, ils le disent souvent, on n'a commis aucune violence. Ça s'est très bien passé. On les a réveillés, on leur a demandé finalement de nous indiquer où ça s'est passé. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de violence. Donc parfois, même nous, on doit leur expliquer que ça, c'est de la violence. Pour eux, la violence signifie violence physique. Des jeunes qui prennent des risques inconsidérés pour parfois quelques milliers d'euros ou même aucun butin. Cette voiture s'est écrasée contre un poteau à l'issue d'une course-poursuite avec la BAC. À son bord, tout le matériel pour commettre un homejacking. Les fugitifs ciblaient le domicile de Nikos Aliagas, mais ont renoncé lorsque l'alarme s'est déclenchée. Voici comment l'un des 5 cambrioleurs se justifie en garde à vue. Vous pensez aux victimes? Bah bien sûr. Et ça vous fait quoi? Objectivement, je me mets à leur place. Sur le moment, je me voile la face. Je suis conscient du traumatisme qu'on crée aux victimes. J'ai des problèmes avec les huissiers. Je suis criblé de dettes, entre 20 et 30 000 euros. J'ai plus de parents, donc je suis voué à moi-même. Kyongan N, 23 ans, est connu pour des délits mineurs. Agent de sécurité au château de Versailles, il a répondu à une annonce sur les réseaux sociaux et a été recruté pour son physique imposant. Sur Telegram, j'ai vu qu'il y avait un coup à faire. Je ne savais pas ce qu'on devait faire exactement, mais je savais qu'on devait prendre quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui a de la valeur. Qu'avez-vous eu comme information sur le domicile? Une photo sur Google Maps, le nombre de personnes qu'il y avait. Il y avait de l'espèce, des montres, mais je n'avais pas un truc précis. On m'a dit qu'il y avait une alarme, mais qu'elle n'était pas activée. Ce cas de figure est de plus en plus fréquent. De jeunes délinquants sont embauchés par des commanditaires directement via les réseaux sociaux. Le homejacking en mode sous-traitance. Ils sont souvent recrutés par des grands frères issus de cités différentes qui sont eux-mêmes beaucoup plus connus des services de police et de justice. Le lien qui va se créer, c'est tout simplement l'appât du gain et la promesse pour ces jeunes-là qu'ils ne seront pas poursuivis par les autorités de police ni de justice parce qu'ils sont mineurs. Une dizaine de jours après l'arrestation des agresseurs de Bruno Guillon, le recruteur présumé a été arrêté. Kamel Z, 27 ans, est très connu des services de police avec déjà 7 condamnations. Il a même fait 5 ans de détention provisoire pour le meurtre d'un jeune de son quartier, pour lequel il sera finalement acquitté. Kamel Z aurait recruté ses complices dans les 18e, 19e ou 20e arrondissements de Paris, contre la promesse de quelques milliers d'euros pour faire le sale boulot. Des jeunes de cité qui ne se connaissent pas et qui ont généralement peu d'informations sur les braquages. Une manière de ne pas être trahis par ces recrues. Les donneurs d'ordre pensent ainsi rester hors d'atteinte des enquêteurs. Logiquement, ils ont déjà une certaine expérience du milieu du banditisme et des techniques policières. Ils pensent se mettre à l'abri justement des enquêtes et de leur responsabilité pénale en utilisant des bandes de jeunes un peu moins expérimentés. Ce sont des gens qui sont foncièrement dangereux puisqu'ils n'hésitent pas à faire monter des personnes armées, c'est-à-dire armées de couteaux, armées de marteaux, parfois armées d'armes de poing, au domicile des victimes. Ce mode d'organisation permet aux recruteurs de multiplier les homejackings. Kamel Z n'est pas seulement mis en examen pour la séquestration de Bruno Guillon. Les policiers s'interrogent aussi pour une série de cambriolages, dont celui avorté chez l'ex-Miss France Sylvie Tellier. Pour ces attaques, les enquêteurs travaillent sur un autre type de complicité, ceux qui fournissent les informations aux cambrioleurs. Emplacement des coffres, alarmes, bijoux, ils sont souvent très bien informés. Mais par qui? Ça peut être des livreurs, ça peut être de la télésurveillance, ça peut être des banques en ligne, ça peut être des ouvriers, ça peut être des gens qui viennent refaire des jardins. À partir du moment où la notoriété
arrive dans la sphère publique, ou en tout cas dans un réseau qui échappe à la victime, on peut élaborer tout un tas d'hypothèses, et donc il est quand même assez compliqué de savoir exactement d'où viennent ces informations. Les cambrioleurs ne visent pas seulement les célébrités. Des Français beaucoup plus modestes sont ciblés. Profondément choqués, très peu ont accepté de nous parler. Bonjour madame, il est presque 3 h du matin et je n'arrive pas à dormir. C'est comme ça depuis notre entretien téléphonique. Les scènes tournent en boucle dans ma tête toute la nuit. Je suis désolée, mais je ne peux pas honorer le rendez-vous. Je ne m'en sens pas le courage. Toutes mes excuses, mais c'est trop dur pour moi et je veux oublier cette histoire. Ce n'est pas évident à partager ce que je ressens actuellement. Cette peur épouvantable des représailles qui ne cesse de me hanter. Je suis sous traitement pour cela et c'est encore très frais. Aucun signe extérieur de richesse dans ce quartier populaire de Calais. Mais ici aussi, des familles sont ciblées. Malgré le traumatisme, la famille Merlin est bien déterminée à fêter Noël. Une façon de se prouver qu'elle va mieux, même avec le souvenir de cette nuit terrifiante d'avril dernier. Je dormais dans le canapé avec ma fille et j'ai été réveillée en sursaut par un bruit. Donc je me suis levée pour aller voir d'où venait le bruit. J'ai contourné la table et en fait, quand je suis arrivée ici, je suis tombée nez à nez avec une personne. Un masque blanc qui recouvre tout le visage, une capuche noire sur la tête et direct, il s'est mis à me frapper au visage. Je suis tellement tétanisée que je ne sens même pas les coups. Je n'ai pas mal. Pourtant, je sens le sang qui commence à couler, ça commence à gonfler sur ma joue. Il m'a frappé, il m'a demandé des sous et il est parti en courant. La peur s'est installée. Tous les soirs, je passais mon temps à la fenêtre à guetter si quelqu'un n'essayait pas de nouveau de rentrer dans la maison. Mon cerveau me disait, il faut surveiller. J'avais cette peur de dire si je m'endors, il va se passer quelque chose. Et en fait, quand le jour se levait, je me sentais mieux parce que je me disais que le quartier allait commencer à se réveiller, à prendre vie. Un quotidien qui est vite devenu invivable pour Aurélie, son mari et leurs 3 enfants. Les psychologues conseillent aux patients qui le peuvent de quitter leur maison. C'est leur vie, c'est leur histoire, c'est l'endroit où ils peuvent, je dirais, être authentiques, un endroit où ils peuvent se reposer, un endroit où ils se retrouvent en famille, un endroit qui représente toute leur vie, leur intimité. Donc c'est quelqu'un qui rentre dans leur intimité. La victime, elle est marquée dans son esprit, elle sait que c'est là qu'a eu lieu le traumatisme et pour elle, pour repartir, pour se reconstruire, elle a besoin de tourner la page et donc de changer de domicile, bien souvent, oui. Dès qu'elles peuvent, elles le font. Aurélie a refusé de déménager. Elle a préféré se surprotéger pour rendre impossible toute intrusion. Donc sur toutes les fenêtres, on a installé des détecteurs d'ouverture et de coups. On a mis exactement la même chose sur la porte d'entrée. Si on tape dans la porte, ça se déclenche. Si on essaye d'ouvrir en passant par la serrure ou par la poignée, ça s'active aussi. On a également des caméras à détection de mouvement. Quand elle est activée, si quelqu'un passe devant, l'alarme se déclenche. Quand on a installé le système d'alarme, le soir même, en fait, je me suis sentie en sécurité en me disant si quelqu'un essaie de rentrer, on sera prévenu, on le saura. Et en fait, je pense que mon cerveau l'a très vite assimilé et j'ai dormi toute la nuit. L'installation a coûté 600 € et près de 40 € d'abonnement mensuel. Un budget conséquent pour une famille aux revenus modestes. C'est une toute jeune entreprise de sécurité locale qui est intervenue. Il ne faut pas se fier à la modestie des locaux. Thibault Lefebvre a multiplié par 2 son chiffre d'affaires en 2023 et espère bientôt le tripler. Depuis janvier 2023, c'est une explosion absolue, ça marche vraiment très très bien. Le renfort de la publicité sur les réseaux sociaux joue évidemment, mais aussi l'augmentation des cambriolages sur notre secteur. On se rend compte qu'en ce moment, il y en a énormément.
Alors oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres, je suis d'accord sur ce principe-là, et c'est effectivement quelque chose que je dis librement au quotidien. Chez lui, il faut débourser en moyenne près de 1 500 € pour une installation complète. Dans le pack de base, vous allez avoir une centrale, donc c'est le panel qui est là au milieu. Vous allez avoir 2 détecteurs d'ouverture qu'on va mettre sur les ouvrants principaux, c'est-à-dire la porte d'entrée, parce que 64% des intrusions se passent par une porte d'entrée. Ensuite, on va avoir 2 détecteurs volumétriques avec prise d'image, de manière à lever le doute. Donc là, l'idée, c'est vraiment de voir ce qui se passe dans l'habitation. On a une sirène extérieure de 113 décibels, 2 télécommandes pour utiliser le système, l'application mobile et la plaque dissuasive. Près de 2 millions de Français utilisent ces systèmes de protection, mais avec une efficacité relative. C'est la problématique en France, on reste vachement tributaire de l'intervention des forces de l'ordre. S'ils sont engagés ailleurs et qu'ils ne sont pas en capacité d'intervenir immédiatement, on va avoir cette problématique de délai. En moyenne, c'est 20 minutes pour un secteur police, 40 minutes pour un secteur gendarmerie. C'est très long, je vous l'accorde. D'autant plus long qu'un cambriolage ne dure que quelques minutes. Alors en plus des appareils de surveillance, le jeune patron va vendre des produits d'autodéfense, comme le diffuseur de gaz lacrymogène proposé par un partenaire. On est prêt? On est prêt? Allez, go. Une fois le gaz enclenché à distance, impossible de rester plus de 10 secondes. J'arrête un peu. Vous pouvez sortir, vous êtes obligés. Ça va être pire en venant. Après. Obligé de la faire. Voilà, donc là, concrètement, les alarmes sonnent. 10, 15, 20 secondes de délai de sécurité. Ça déclenche. Okay. Le voleur tousse, il pleure. Il est obligé de sortir. Ça nous prend tout au niveau du nez, au oui. niveau de la gorge. Et les yeux pleurent. Voilà. Effectivement, moi j'ai testé. On ne peut pas rester plus de 10 secondes, 15 secondes. Non. Et là, on est sur du gaz CS, fabriqué en France, aux normes françaises. L'installation de gaz censée faire fuir les cambrioleurs coûte près de 500 €. Il existe aussi des systèmes moins chers comme ces pistolets, contenant 2 cartouches de gaz poivré pour moins de 50 €. Lucas Proutot, expert en sécurité, l'a testé récemment. Je vous cache pas que j'appréhende, apparemment ça fait très mal. Anthony, tu vas me tirer idéalement sous le torse. Si t'arrives à viser, on va voir l'effet que ça fait. 1, 3. Salaud, t'as tiré sur la tête. Ah ben, je suis obligé de viser vers le bas, c'est monté avec la pression. Je peux pas ouvrir les yeux. Bon, on est neutralisé net, hein. Quelle est l'efficacité de ces systèmes d'autodéfense? Les autorités, elles, préconisent de ne pas s'opposer aux agresseurs. C'est du choix de la personne, après on peut choisir de se laisser faire. Hein. C'est une option. Encore faut-il avoir quelque chose à leur donner, si on parle bien du homejacking. Je reprends souvent l'exemple à Bernard Tapie, par exemple, hein, qui n'avait rien dans le coffre. Les voleurs ne l'ont pas cru. Malheureusement, il l'a payé très cher. Donc après, oui, on peut avoir l'option de se laisser faire, tout à fait. Au-delà de ces questions d'autodéfense, ces attaques deviennent aussi une question politique. Sceaux, ville cossue des Hauts-de-Seine, 20 000 habitants, 105 cambriolages l'an dernier et l'un des taux les plus élevés du département. Vous ne verrez rien de la maison de ce retraité. Il a été cambriolé à 2 reprises. Les voleurs n'ont jamais été retrouvés. Il craint des représailles. Ils nous ont plaqués au sol. Ils ont été plus violents avec mon épouse qu'avec moi-même. Et ils étaient brutaux. C'est une agression importante, physique. Ils ont poussé la porte, ils se sont jetés sur nous. C'est un viol psychique. Depuis, il a surprotégé son pavillon. Mais il en veut à la municipalité de ne pas investir suffisamment pour assurer la sécurité de son quartier. Un message reçu en décembre dernier l'a particulièrement énervé. Nombreux cambriolages en ce moment. Redoublez de vigilance. Munissez-vous d'une alarme reliée. Activez des simulateurs de présence comme l'allumage automatique d'une lumière. Verrouillez vos portes, portails, fenêtres et assurez-vous de leur robustesse. Police municipale de Sceaux. Quand on lit ce message, on a l'impression d'entendre « faites ce qu'on vous dit et démerdez-vous ». Pardon pour le terme. C'est de la colère profonde.
L'octogénaire voudrait des caméras dans tout son quartier, à proximité de sa maison. Indispensable pour pouvoir interpeller les voleurs, selon le retraité. Philippe Laurent est maire de Sceaux depuis 23 ans. Pour lui, la vidéosurveillance n'est pas adaptée dans ces secteurs résidentiels. Dans ce quartier, il y a très peu de caméras, parce que vous voyez les arbres, tout ça, qu'est-ce que vous voulez? Vous mettez une caméra là, vous n'allez rien voir. En plus, la caméra ne va pas filmer ce qui se passe à l'intérieur de la propriété, puisque ça, c'est interdit. Donc on ne verra que les gens sortir, et ils ne sortiront pas forcément par la porte d'entrée, ou en tout cas par la haie qui est sur la rue principale. Ils peuvent sortir par derrière. Alors on me dit parfois, pourquoi la mairie n'aide pas? C'est quand même, en général, le cambriolage, ça se passe dans les logements des gens les plus aisés. Donc ça voudrait dire que la ville aide les gens les plus aisés au détriment peut-être d'autres actions à destination des personnes plus en difficulté. C'est un peu gênant, oui, quand même. Ce maire centriste a surtout concentré ses caméras dans les secteurs les plus denses de sa ville. Il y en a 168 au total, mais il relativise leur efficacité. Pour l'instant, sur la vingtaine d'années qui viennent de s'écouler, les interpellations qui ont pu être faites grâce aux caméras, ça se compte sur les doigts d'une main. Vraiment, ça coûte cher par rapport à d'autres priorités, l'enfance, l'éducation, la culture, etc. Le maire a tout de même renforcé la police municipale avec 6 agents supplémentaires en 4 ans. Ils sont désormais 18 à circuler dans les rues. Côté policier, les autorités mettent en avant le taux d'élucidation élevé des homejacking. 40% d'affaires seraient résolues sur Paris et la Petite Couronne, contre seulement 13% pour les cambriolages classiques. Pour les homejacking, le taux est beaucoup plus élevé parce que, compte tenu de la violence avec laquelle sont commises les agressions, évidemment, nous mettons en place des moyens d'investigation renforcés. Par exemple, ici à la préfecture de police, c'est souvent la direction de la police judiciaire qui est en charge. Donc nous retrouvons souvent les auteurs. Le talon d'Achille des braqueurs, leur téléphone. Dans l'affaire de l'animateur Guillaume Play, les enquêteurs ont analysé tous les appareils qui bornaient à proximité de son domicile pendant l'agression. Les policiers ont fait un travail de fourmi qui leur a permis d'écarter pendant cette fenêtre de tir les appels des voisins dans les environs et de déterminer donc le numéro qui a pu passer un appel entre 9h15 et 9h26. 9 lignes suspectes sont identifiées. L'une d'entre elles va trahir son propriétaire. Il publie la photo d'une montre de luxe sur Snapchat. Il devait être 8h du matin et je reconnais le numéro de la police judiciaire. Et j'ai une femme qui me dit « Monsieur Play, je vous dérange, hein, vous me dérangez jamais, etc. » Elle me dit « Je vais vous envoyer une photo. » Et je dis « Ok. » Et elle me dit « Est-ce que c'est votre montre ?» Et là, je vois la main du braqueur, en l'occurrence, avec la montre. Il me dit « Est-ce que c'est votre montre ?» Et j'ai dit « Oui, madame, c'est ma montre. » Et là, j'entends peut-être 20 personnes hurler, se prendre dans les bras et tout ça. J'ai pleuré. J'ai compris tout de suite. Les braqueurs ont écopé de peines de 7 à 9 ans de prison en première instance. Ce matin de janvier 2024, Guillaume Play est de retour devant la justice pour leur procès en appel. Sa femme a refusé d'être à nouveau confrontée à ses agresseurs. Elle n'était pas bien, elle a mal dormi encore. Je lui ai demandé si elle voulait venir, si elle se sentait. Elle dit vraiment pas. Ah non, non, non. De toute façon, ça se voyait. C'est une semaine que c'était impossible qu'elle soit là. Les prévenus n'ont jamais reconnu les faits. On va espérer que peut-être aujourd'hui, enfin, ils viennent dire la vérité et qu'ils reconnaissent les faits. Cette fois, à l'issue de 2 heures d'audience, les prévenus ont bien avoué et ont fini par s'excuser. Des remords qui n'ont pas convaincu les juges. Les condamnations de 7 à 9 ans ont été confirmées. Des peines qui se sont nettement durcies ces dernières années. Les juges font partie de la société, donc à partir du moment où, en l'occurrence, on a de plus en plus, où c'est de plus en plus médiatisé, ils regardent aussi les médias, ils voient aussi ce qui se passe, et donc évidemment que ça joue sur la lourdeur des peines, sur la façon dont c'est traité, et sur le rendu judiciaire que ça donne. Est-ce que ces peines plus lourdes aideront les familles à se reconstruire?
Guillaume Pley a été submergé par l'émotion pendant l'audience. À sa sortie, le père de famille est soulagé, mais pas dupe face aux excuses. J'ai pas trouvé ça méga sincère, pour être très honnête, et c'est juste personnellement pour diminuer leur peine. Voilà. J'ai été plus touché par une maman qui est venue me voir, une maman d'un des trois, je ne sais pas lequel par contre, et qui m'a dit ils m'ont tué en même temps que vous, et s'est mise à pleurer. Et j'ai trouvé ça plus sincère et au-delà de faire du mal à notre famille, ils font du mal à la leur, ils font du mal à tout leur entourage. Quand ils partent pour 9 ans de prison, 8 ans, le gars, ça reste le fils de quelqu'un, ça reste le frère de quelqu'un, et c'est tout l'entourage qui trinque en réalité. Et c'est pour ça que c'est important aussi qu'il y ait des peines sévères quand ils font des choses comme ça, pour pas que ça donne envie à d'autres de le faire. Je pense que le chapitre va commencer à se refermer à partir d'aujourd'hui. Et il faudra du temps, et il faut du temps. Ça continuera pour ma femme de refermer à triple tour la serrure quand on rentre, etc. Ça, c'est des réflexes qu'elle ne perdra jamais, je pense. Mais en tout cas, oui, ça va aider ma femme à aller sur le chemin de la guérison et ma nounou avec.